c'est qui part. Kikou, ça roule. Il y a 7 ans, je me suis reconvertie dans l'agriculture urbaine et avant de monter ma pépinière en solo sous le nom de Ta Mère Nature, je me suis formée et je suis passée par plein de structures différentes. Que ce soit en tant qu'ouvrière agricole sur les toits de Paris en mode hydroponie ou dans des assos qui mettent en place des jardins potagers pour les habitants du quartier. Ça m'a permis de voir plein de modèles économiques dans des lieux ultra différents, mais aussi avec des modes de culture diamétralement opposés. Alors si vous faites partie des gens qui se posent des questions sur leur reconversion ou qui aimeraient en savoir plus sur les coulisses de l'agriculture urbaine, si vous voulez sortir des reportages un petit peu fantasmés, romantisés qu'on a l'habitude de voir dans les médias sur l'agriculture urbaine, eh bien, coucou, cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous parler des difficultés qu'on peut rencontrer dans ce métier, des mauvais côtés, des gros points de vigilance, non pas pour décourager celles et ceux qui voudraient se lancer dans ce domaine, loin de là, rejoignez-nous, mais plutôt pour démystifier certaines idées reçues ou prévenir de certains points qu'on pense ok alors qu'ils ne le sont pas du tout. Vous entendrez donc une parole qui m'est propre, c'est très très subjectif bien sûr, mais, je fais également partie d'un réseau qui s'appelle l'AFOP, l'Association Française d'Agriculture Urbaine Professional, sur lequel j'ai posé un questionnaire anonyme pour avoir aussi le retour a priori sincère et anonyme, donc a priori sans filtre, d'autres professionnels de l'agriculture urbaine. Ça vous fera donc peut-être une vue d'ensemble un peu plus juste. Allez, on est y part ? Ben c'est parti. Les galères logistiques. Ah, la logistique quand on est en ville, je pense que c'est l'un des sujets les plus importants. Je vous prends l'exemple de ce qu'on voit souvent dans les médias, c'est-à-dire ces magnifiques fermes urbaines sur les toits. Bon, moi je ressors traumatisée de cette expérience. C'est-à-dire que il faut se dire que la plupart des immeubles avec un toit plat sur lequel on vient poser de l'agriculture urbaine, ce sont a priori des immeubles qui n'ont pas été conçus pour recevoir de l'agriculture urbaine. Donc évidemment, il y a plein d'éléments qui n'ont pas été pensés, conçus pour notre itinéraire, par exemple de récolte. Quand on vient de récolter 30 kilos de tomates et qu'on doit les faire passer un à un par-dessus des marches ou des tuyaux pour accéder à un ascenseur qui n'est pas du tout dimensionné pour accueillir autant de kilos ou même notre super brouette très pratique, et ben ça épuise parce que c'est un casse-tête de tous les jours pour réfléchir à comment optimiser ses déplacements, comment on fait pour faire rentrer un camion qui vient livrer de la terre sur un parking privé qui est pas du tout destiné à ça, comment on partage un ascenseur qui n'est pas un monte-charge avec les employés et nous blindés d'outils. Je vous parle même pas de la gestion du compostage qui est quand même super fastidieux parce que voilà, la plupart du temps qu'on soit sur un toit ou au sol, on n'est pas sur de la pleine terre et on peut pas composter vraiment avec l'aide du vrai sol. Donc ça fait faire des déplacements pas possibles. Faut vous dire aussi que les outils agricoles qu'on a l'habitude d'utiliser en pleine terre, ils sont souvent pas du tout adaptés à de la culture à la verticale. Donc il y a aussi plein de choses qu'il va falloir imaginer. Nous pouvons également parler du problème de la portance, puisque souvent on est pareil sur des zones où il y a des choses en dessous. Donc on peut pas faire venir comme ça des mètres cubes de matériel, de terre. Les zones de stockage sont aussi souvent trop petites, donc c'est très compliqué à la fois pour contenir le matériel, pour maintenir les récoltes dans de bonnes conditions. On peut également parler de la livraison qui peut être très très compliquée en milieu très urbanisé tel que Paris. Je peux vous dire que c'est très très sport de livrer, donc la plupart du temps on va souvent utiliser des vélos cargo, mais les vélos cargo c'est aussi limité, on peut pas mettre des cagettes indéfiniment les unes sur les autres. Donc ça c'est un truc que j'ai pu vivre par le passé, surtout quand j'étais sur des toits ou dans des zones très très urbanisées. Ici à la Cité Fertile, là où on a de la chance, c'est que c'est une ancienne zone industrielle. Donc tout a été conçu pour que des gros camions viennent livrer des choses. Donc c'est vrai que ça c'est un truc qui me repose beaucoup depuis 3 ans et j'ai très très peur de quitter ce lieu pour retrouver des conditions logistiques compliquées. Et encore une fois, travailler sur les toits, c'est trop beau, on a une vue incroyable, mais je peux vous dire que c'est plus que sport. 2. La pollution. Bon, la pollution, oui, on est d'accord, il y en a partout, à la campagne aussi avec les pesticides. Nous, en zone urbanisée, on est plutôt sur des problèmes de métaux lourds, de particules fines, donc de pollution d'air, mais aussi, la plupart du temps, de pollution de la terre. Ça fait qu'on est très limité en termes de culture. Pour une production comestible, c'est un gros casse-tête, il faut la plupart du temps faire de la culture hors sol, donc ramener de la nouvelle terre, ou alors faire de l'hydroponie. Ce que j'ai appris en travaillant sur les toits, c'est que plus on monte
en altitude, plus on gagne en qualité d'air. Donc ça peut être un des avantages à bosser en altitude. Moi ici, clairement, je savais d'avance que j'allais faire que du hors-sol. Tout ce que vous voyez autour de moi est en bac et coupé malheureusement du sol. Donc on est souvent obligé de faire des analyses qui coûtent parfois cher ou alors qui font complètement changer son modèle économique parce qu'on avait prévu de faire du comestible et finalement c'est pas possible. On m'a aussi répondu dans le questionnaire que parfois la pollution elle vient tout simplement des passants qui viennent balancer des déchets. Alors ça dépend dans quelle zone on se situe, si c'est une zone très passante. Moi ici je l'ai déjà vécu, ça m'arrive très souvent de retrouver des mégots dans mes bacs de plantes. Bon ça fait chier, mais j'ai envie de dire que c'est le risque quand on est dans un lieu qui accueille beaucoup de public. Tout le monde n'est pas à fond sur les plantes, tout le monde ne fait pas attention. Souvent, ramasser des déchets, ça fait partie du lot. Ça nous amène à la troisième partie, les dégradations et les vols. Et oui, alors ça, je crois que c'est assez tabou, mais nous tous faisant partie de l'agriculture urbaine, je pense qu'on a été confrontés au moins une fois à de la dégradation ou du vol. Alors ça peut être du vol de légumes dans les jardins ou les fermes si jamais le lieu est facilement accessible au public. Ça peut être aussi du vol d'outils, puisque moi ma cabane par exemple, c'est assez facile de la forcer. Alors c'est marrant parce que j'ai discuté avec certaines personnes qui me disent qu'elles utilisent des techniques d'évitement. Donc par exemple, elles vont faire pousser une grosse plante très épineuse ou des orties et mettre leurs légumes de l'autre côté pour rendre l'accès difficile aux passants. Ou alors elles vont prendre des variétés qui font croire que le légume n'est pas du tout mûr alors qu'en réalité il l'est. Je pense notamment aux tomates dont certaines variétés sont vertes et ça fait croire que le légume n'est pas encore prêt alors que si. J'aime beaucoup cette technique. Si on parle de mon cas tout simple, oui j'ai subi quelques vols et quelques dégradations. Alors rien de très très grave, mais j'ai quand même eu une vitre pétée. J'ai eu des plantes volées et quelques outils. Alors ça met pas en péril mon activité, mais ça fout quand même les boules et on est quand même tous sur des modèles économiques assez fragiles et on parle de plantes, je sais pas, il y a un truc quand même qui est dur à percevoir et malheureusement un système de sécurité c'est pas forcément prévu dans notre budget à la base quoi. 4. Les conditions d'occupation. Ah là là, les conditions d'occupation, c'est la galère en fait. La plupart du temps, les conditions d'occupation qu'on offre aux porteurs et porteuses de projets d'agriculture urbaine sont extrêmement courtes et donc précaires. Quand je dis courte, c'est que on est souvent sur du 2-5 ans max. 5 ans c'est déjà pas mal, mais moi j'entends souvent parler quand même de 2 ans d'occupation. 2 ans c'est même pas le temps de à peu près installer correctement ces cultures et commencer à mettre en place des trucs avec les partenaires du coin. Moi je vois bien que je commence à être bien à l'aise au bout de 3 ans dans ma pépinière. Donc là je suis extrêmement frustrée de devoir partir après 4 ans. Bon c'est la première fois que j'étais installée vraiment à mon compte toute seule quelque part. Mais là c'est vrai que pour les prochaines fois je me dis mais en fait il me faut 5 ans de bail minimum. Ce qu'il faut vous dire c'est que l'agriculture urbaine elle est souvent possible dans des zones d'occupation temporaire. Ce qui est d'un côté génial pour tester son activité. Moi c'est vraiment de ça dont j'ai pu profiter. Mais d'un autre côté il y a un peu ce sentiment de faire bouche-trou quoi. Voire même d'être un faire-valoir de communication. J'ai pu voir certains projets d'agriculture urbaine être largement utilisés pour faire du greenwashing et continuer à la fois de bétoniser, parfois de gentrifier. Et ça pour moi c'est un vrai souci de se poser la question de quelle est notre place en fait dans la ville. Est-ce que c'est pour faire augmenter les loyers parce qu'on rend le quartier meilleur ou est-ce que c'est vraiment pour apporter des vrais services bénéfiques pour les populations du coin. Donc on voit bien que quand on fait de l'agriculture urbaine, c'est pas juste faire pousser des légumes, il y a une dimension politique et urbanistique bien plus forte que ce qu'on pense. Il y a de plus en plus de juristes qui travaillent sur le sujet pour qu'on ait des bails agricoles beaucoup plus solides, mais c'est pas du tout le cas pour l'instant et ça moi je trouve que c'est un des points clés qui rend l'agriculture urbaine fragile quoi. Et je me fais des transitions incroyables, ça nous amène au point 5, le modèle économique. Et oui, parce que qui dit bail précaire dit modèle économique un petit peu précaire aussi. Déjà, il y a un truc à se dire, c'est que l'agriculture urbaine, elle viendra jamais prendre le boulot des maraîchers par exemple qui travaillent en milieu rural. L'idée c'est pas du tout de remplacer la production. De toute façon, de fait, en ville, on a des zones qui sont beaucoup plus restreintes et qui dit
petit espace dit minuscule production, qu'il est très très rare de voir un projet d'agriculture urbaine vivre uniquement de sa production. Ce qui demande quand même une sacrée polyvalence et la capacité à toucher plein de publics différents. J'en avais parlé dans une précédente vidéo, si on parle uniquement de mon cas, ce qui me fait vivre, c'est à la fois 10% de vente de mes plants en direct sous cette serre. J'ai 45% à peu près dédié à l'animation d'ateliers. Donc je reçois plein de publics différents ici, que ce soit des scolaires, des entreprises, des assos. Je sais que la plupart des projets d'agriculture urbaine ont cette activité au sein de leur structure. C'est vraiment très très important. Il y a aussi parfois de l'événementiel. Pour ma part, ce qui vient compléter, c'est vraiment la création de contenu, à savoir les vidéos, les bouquins, donc les droits d'auteur, les conférences. Vous verrez aussi souvent des modèles où il y a de la prestation d'entretien, donc venir souvent aménager, entretenir des jardins en plus de les animer. Comme je vous le disais, ça demande quand même d'être hyper souple et agile dans sa capacité à faire plein de trucs en même temps, à savoir aussi extrêmement bien communiquer pour faire venir les publics. Et ça, quand on est seul sur son activité, ou deux ou trois, c'est quand même sport quoi. Un truc que je suis en train de voir aussi, c'est qu'on est de plus en plus nombreuses et nombreux à se lancer dans l'agriculture urbaine, donc c'est à la fois génial parce qu'il y a de la place, mais je vois quand même qu'on répond tous aux mêmes appels à projets, aux demandes de subventions. Et forcément, plus on est, plus ça va être difficile de choper des subventions. Alors moi, à titre personnel, la subvention, c'est vraiment pas ce qui me fait vivre à fond, mais de temps en temps, je reçois une aide et elle est quand même très précieuse. Donc je vois bien qu'il y a une petite course à choper un terrain, choper une subvention, et même si, encore une fois, le réseau actuel, il est très bienveillant, ce serait con de se retrouver à un moment donné à se marcher les uns sur les autres. Nous pouvons donc parler du 6e point qui est celui de l'humain et donc du management. Alors à l'heure actuelle je bosse pour moi-même, donc je suis plutôt une manager assez sympa avec moi-même. Les réunions se passent bien, il y a une bonne communication, vraiment j'ai rien à dire. En revanche, si on réfléchit à mes expériences passées où j'avais une hiérarchie au-dessus de moi, j'ai eu pas que des bonnes expériences en réalité. Pas de surprise, hein, dans le milieu de l'agriculture urbaine, on reproduit souvent ce schéma de verticalité un petit peu abusif parfois, avec une forte pressurisation des salariés, au nom du métier passion. Et moi, dans certaines structures, j'ai pu sentir cette perte de sens, y compris en faisant pousser des légumes. Parce que derrière, je voyais bien qu'il y avait un truc humain qu'il faisait pas quoi. Ce qu'on peut dire aussi du côté des structures associatives ou tout simplement des petites structures d'agriculture urbaine, c'est que comme dans beaucoup de domaines, on compte beaucoup sur les services civiques et les stagiaires, ce qui peut être parfois un petit peu lourd pour ces jeunes personnes à qui on donne beaucoup de responsabilités. Ça peut être à la fois un super tremplin et hyper intéressant, mais encore une fois, si on a un management qui est pas très sain, ça peut mettre des jeunes personnes en situation de détresse professionnelle assez tôt. Et ça, c'est un truc, je pense que c'est un gros point de vigilance. Si je parle, moi, de mes propres points de vigilance à avoir, c'est que quand on est seul, c'est parfois dur de prioriser ses tâches. On se sent vite submergé. Et on peut donc arriver à un possible épuisement à la fois physique et moral. Pareil, ça concerne d'autres domaines, mais je trouve que l'agriculture urbaine, on a vraiment cet aspect physique qui est hyper important. Et moi, il m'est arrivé plusieurs fois de me bloquer le dos, par exemple. Et heureusement que j'ai eu des amis ou de la famille qui a pu prendre le relais pendant 2-3 jours, parce que sinon j'étais vraiment dans la galère quoi. Point je sais plus combien, la condition animale. Alors là, moi c'est un truc que j'ai pas encore vécu, donc c'est vraiment un témoignage issu du questionnaire. Une personne me racontait qu'elle avait très envie de travailler avec les animaux, mais pour elle, les espaces trop restreints de la ville font que ce ne sont pas des bonnes conditions pour les animaux. Donc si on parle de transhumance des brebis par exemple, on peut se demander si c'est vraiment sain de les faire paître dans des zones qui sont extrêmement polluées, où il y a parfois aussi énormément de déchets. La pollution sonore, on en parle très peu, mais ça peut vraiment affecter aussi le système nerveux, immunitaire, je sais pas, mais des animaux. Mais à contrario, j'ai aussi entendu parler de beaucoup de plaintes de voisins qui ne sont pas contents d'avoir des nuisances sonores et olfactives quand il y a des coqs, par exemple, en bas de chez eux. Alors ça, c'est un truc que j'ai du mal à comprendre, mais why not? En tout cas, je sais que c'est un souci pour certaines structures,
agriculture qui se sont retrouvés à ne garder que quelques poules et enlever le coq par exemple parce que ça gênait trop les voisins. Dernier point sur la condition animale, c'est que encore une fois, le vol, c'est pas que les plantes et les outils. Il y a aussi parfois du vol d'animaux. Il y a aussi parfois tout simplement les rats qui viennent manger les poules ou les lapins. Peut-être que certaines personnes se reconnaîtront dans ce témoignage. Ou alors si on va voir du côté des abeilles, voilà, encore une fois, c'est génial de vouloir mettre des ruches sur les toits, mais attention parce que si on commence à mettre des ruches sur tous les toits, les abeilles, elles sont trop nombreuses, elles rentrent en concurrence, elles ont plus assez à manger et les ruches finissent tout simplement par s'éteindre, par mourir. Je pense que ça se réfléchit longuement. Sur le papier, c'est joli, c'est mignon, mais dans la vraie vie, je pense que c'est compliqué dans le milieu urbain. Enfin, dernier point, faire comprendre son projet. Parce que l'agriculture urbaine, c'est encore un jeune domaine qui est peu compris encore par les institutions. Et moi j'ai pu le ressentir ça quand je suis allée présenter mon projet en chambre d'agriculture par exemple. Il y a vraiment encore une vraie distance entre les projets ruraux et les projets urbains. Il y a une vraie méconnaissance de toutes les contraintes qu'apporte la ville. Et c'est vrai que quand on est au début de son parcours, on peut y trouver des freins. Fort heureusement, on a là depuis quelques années des organismes qui prennent à bras le corps le sujet. Je pense notamment à l'association Veni Verdi pour qui je donne des formations. Je pense aussi à l'école du Breuil. J'avais fait d'ailleurs une vidéo encore une fois sur le sujet des formations que je vous mettrai en barre de description. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas se décourager parce que c'est encore une fois un domaine qui est peu connu, qui fonctionne encore à tâtons avec les institutions. Il faut leur faire comprendre encore une fois ces histoires de non, on va pas monter une ferme en 2 ans, non, on peut pas être productif à fond la première année. Plein de choses qui juste rendent compte de la méconnaissance du métier d'agriculteur et d'agricultrice. Et je pense que c'est cool du coup de continuer de communiquer sur le sujet et d'en discuter tous ensemble. Voilà! Nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère que vous avez appris des trucs. Ce n'était évidemment pas exhaustif. N'hésitez pas à compléter avec vos témoignages en commentaire. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais je vous recommande une nouvelle fois très chaleureusement le livre Sous les pavés la terre de Flaminia Padeux qui parle de ce sujet de manière très intéressante, c'est-à-dire avec un angle plutôt anticapitaliste. Encore une fois, c'est pas parce qu'on parle des mauvais côtés que ça veut dire que c'est mort. Au contraire, d'être de plus en plus conscient des points à améliorer, c'est ce qui fait qu'on progresse et que du coup, dans quelques années, les conditions seront meilleures. Allez, bisous, plantez tout, plantez-vous, love sur vous. L'agriculture urbaine, c'est vraiment super, yeah, yeah.